Alors nous avons vu la semaine dernière quelles difficultés se présentaient dès lors que nous tentions de réfléchir aux conditions de possibilité que doivent remplir les prédicats dispositionnels s'ils veulent pouvoir alléguer une certaine capacité référentielle. Mais je ne suis pas allée jusqu'au terme de l'argumentation concernant la question de savoir si l'on peut ou non réellement faire une distinction entre des attributions dispositionnelles et des attributions catégoriques. Donc c'est par là que je commencerai. Pour aborder cette question, dans son livre de 98 Dispositions, Stephen Mumford part de l'observation suivante, page 64. La plupart des analyses, dit-il, sur les dispositions prennent pour acquis que les dispositions sont une classe distincte et bien définie de termes. Or, il est tout, dit-il, sauf facile de justifier quelque chose de ce genre. Fin de citation. Tout d'abord, en effet, à quoi au juste les dispositions sont-elles censées s'opposer? À des événements, à des occurrences, à des états? Qu'entend-on au juste par l'expression même de catégorie? Qu'est-ce qui rend une propriété catégorique plutôt que dispositionnelle? Alors, si on entend par catégorique quelque chose qui serait inconditionnel, voilà qui sème immédiatement le doute sur la supposée distinction, n'est-ce pas? Puisque au fond, les dispositions sont de manière très évidente catégoriques. Lorsque je dis que ce morceau de sucre est soluble, je ne fais pas du tout une attribution de façon conditionnelle. Ce que j'affirme, c'est qu'il est réellement soluble maintenant, et non pas qu'il aurait pu l'être si d'autres conditions avaient prévalu. Donc, c'est... et là nous entrons dans une distinction sur laquelle j'ai déjà insisté, c'est donc la manifestation d'une disposition qui est conditionnelle, selon les circonstances, autrement dit, mais ce n'est pas la disposition elle-même. Bon. Deuxième remarque, certains diront peut-être aussi, pour d'autres raisons cette fois, que peut-être qu'il est tout simplement inutile de réfléchir sur le bien fondé de la distinction entre attribution catégorique et attribution dispositionnelle. Mais en cela, ils ont tort. Pourquoi? Eh bien parce que, nous l'avons dit à plusieurs reprises, il faut toujours, en métaphysique, s'assurer préalablement de la pertinence d'une distinction conceptuelle avant de s'occuper d'une éventuelle différence ontologique. Si on découvre, n'est-ce pas, qu'on ne trouve pas de distinction conceptuelle pertinente, il y a peu de chances qu'une fois que nous allons passer sur le plan de l'ontologie, nous en trouvons une qui le soit. Troisième remarque, il ne s'agit pas là, lorsqu'on essaie de comprendre ce qui est en cause dans la pertinence ou non de cette distinction, il ne s'agit pas là d'un simple point de méthode, parce qu'il suffit simplement de prendre quelques exemples de termes pour se rendre compte qu'en pratique, il n'est pas toujours facile de diviser nettement les termes de propriété en classe dispositionnelle ou en classe catégorique. Soit le terme que prend Mumford pour illustrer ce point, fusible, page 65, molten en anglais, bon, qu'on peut appliquer à des roches ou à des métaux soumis à une chaleur extrême. Allons-nous dire que fusible est un terme dispositionnel ou un terme catégorique? Bon, en attribuant la propriété de fusibilité, nous disons bien quelque chose de la roche ou du métal, en ce moment même. Mais nous en disons aussi beaucoup, naturellement, sur
la manière dont le métal ou la roche en question se comporterait dans d'autres situations. Par exemple, qu'il brûlera, qu'il coulera, qu'il sera incandescent, etc. Bon. Il en est de même pour les concepts de couleur. Est-ce que nous devons dire qu'il s'agit de propriétés catégoriques des objets ou de pure disposition qui causent simplement certaines sensations chez ceux qui les perçoivent? Donc, que la distinction soit difficile à tracer ne signifie donc pas forcément qu'elle n'a pas de sens. Et, à dire vrai, cela semble tellement juste qu'il y a tout de même des cas où elle semble bel et bien s'imposer. Par exemple, nous classons sans hésiter, n'est-ce pas, fragile, soluble, élastique, magnétique, du côté des termes dispositionnels. Mais nous classons aussi, sans hésiter, je crois, triangulaire, de structure moléculaire X, Y, Z, dans des termes catégoriques. Est-ce pourtant aussi sûr? Bon. Alors, justement, c'est tout le point, et j'en arrive donc au deuxième moment sur la feuille d'accompagnement. Est-ce que, justement, on peut dire qu'il est si facile que cela, sur la base de ce que je viens de dire, de distinguer un terme comme élastique ou soluble d'un terme comme triangulaire? Bon, a priori, oui, n'est-ce pas? L'idée, au fond, est la suivante, et on avait eu l'occasion déjà de l'analyser en travaillant sur l'analyse carnapienne et puis l'analyse raélienne des conditionnels. On a vu que les attributions dispositionnelles ont, semble-t-il, une relation bien spécifique au subjonctif conditionnel, que n'ont pas les attributions non dispositionnelles. Et cette relation n'est pas une relation d'équivalence, ce qui permettrait la réduction des dispositions à des complexes d'événements nommés dans les antécédents et les conséquences des conditionnels. On dit plus exactement que les conditionnels sont strictement impliqués, en anglais relation d'entailment, entailed, n'est-ce pas? Bon, au sens donc de l'implication stricte, par les attributions de disposition. Par exemple, si nous admettons que X est fragile, nous devons aussi, selon cette thèse, admettre un conditionnel, dirons-nous, plus fort que le simple conditionnel matériel, tel que si X est jeté ou frappé d'une certaine manière, alors X se brisera. Si on accepte soluble, alors on doit aussi accepter si X est plongé dans l'eau, alors X se dissout. Bon, alors les dispositions, notons déjà que des dispositions comme, si vous y songez, l'élasticité, sont peut-être déjà un petit peu plus compliquées. Parce que si nous acceptons X est élastique, il semble bien que nous devions aussi accepter toute une série, au fond, assez longue de conditionnels. C'est-à-dire, si on l'étire, il s'allonge, si on le lâche, il se contracte, si on le presse, il se courbe, si on le laisse tomber, il rebondit, etc., etc. Bon. Donc, il y a en même temps un certain nombre de dispositions qui donnent lieu, semble-t-il, à des attributions dispositionnelles telles qu'elles exigent d'une certaine manière toute une liste de conditionnels. Bon, donc c'est peut-être pas déjà si simple que cela à opérer. Mais vous vous souvenez, j'avais déjà attiré votre attention la dernière fois sur le fait qu'il fallait peut-être essayer de ne pas avoir une limitation
absolue dans le fait que, éventuellement, nous ayons besoin d'une multitude d'énoncés de réduction ou que, d'une certaine façon, nous ne puissions même pas produire toute la liste des énoncés de réduction. J'avais dit que ceci pouvait être problématique dès lors que nous avions évidemment à trouver des critères de référentialité de nos prédicats, mais peut-être pas nécessairement si ce que nous avions aussi à l'esprit, c'est de donner tout simplement du sens à un certain nombre de ces énoncés. C'est ce qui m'avait fait m'interroger, vous vous souvenez, sur la question de la chaîne indéfinie des interprétants, d'une part, et sur la possibilité aussi de prendre en compte, dans le domaine sémantique, la présence peut-être d'un vague irréductible d'un certain nombre présents au niveau d'un certain nombre de nos énoncés, et pas seulement pour des raisons qui tiendraient au fait, vous vous en souvenez, que les énoncés feraient intervenir des prédicats vagues. Bon. Donc, à la limite, le fait que nous ayons affaire, dans le cas d'un terme comme élastique, nous ayons besoin de monopoliser toute une série de conditionnels n'est peut-être pas forcément, malgré tout, une difficulté insurmontable. Hein. Bon. En revanche, là où les choses se compliquent, c'est si on considère qu'il y a un lien absolument direct entre les dispositions et les conditionnels. Ce que justement Stephen Mumford va contester dans son livre, et il n'est pas évidemment le seul à le faire, mais enfin c'est celui qui le fait à partir aussi d'une analyse positive fonctionnaliste, on va le voir, des attributions dispositionnelles, hein, qui est intéressante. Donc c'est pour ça que je le prends comme moteur de l'analyse aujourd'hui. Ce que va montrer Mumford, c'est que le lien entre, n'est-ce pas, les dispositions et les conditionnels, c'est un lien seulement indirect, premièrement, et non pas direct. Et deuxièmement, que ce lien passe par la médiation de ce qu'il appelle les rôles fonctionnels que nous attribuons aux dispositions. Bon. En d'autres termes, l'implication matérielle qui s'effectue par une attribution de disposition est elle-même conditionnelle, n'est-ce pas, en fonction de certains présupposés implicites ou explicites que nous faisons sur l'attribution, présupposés qui ne peuvent jamais être suffisamment complets pour que nous puissions garantir, du moins de façon non triviale, la vérité de n'importe quel conditionnel particulier, même si le conditionnel est bien l'une des manières dont on peut articuler les rôles fonctionnels. Bon. Autrement dit, vous voyez, l'astuce, c'est de dire que, assurément, le lien qu'il y a entre les attributions de disposition et les conditionnels est un lien, mais premièrement, ce n'est pas la seule manière de rendre compte des attributions dispositionnelles ou si vous voulez, de rendre compte de ce que les dispositions ont de particulièrement intéressant ou de réel. Et deuxièmement, le lien qu'on peut établir est un lien qu'il vaut mieux établir comme un lien indirect, et donc interpréter selon les modalités fonctionnalistes, c'est-à-dire voir dans la façon dont nous entendons les attributions le fait que nous considérions simplement une manière, au fond, dont on peut articuler un rôle fonctionnel. D'accord ? Voilà. Donc, voilà pour le moment quelle est l'hypothèse de départ. Bon. Alors, cela posé, évidemment, il y a tout de suite deux problèmes majeurs qui montrent que le lien entre des attributions dispositionnelles ou des termes dispositionnels et les conditionnels est un lien qui ne va pas de soi. Bon, pour deux raisons. Premièrement, on peut soutenir qu'il n'y a pas que
les attributions de disposition qui impliquent des conditionnels. C'est-à-dire, au fond, on peut soutenir que toutes les attributions de propriété, autrement dit donc qu'elles soient dispositionnelles ou catégoriques, sont en vérité concernées par des implications de conditionnels. Vous voyez ? Bon, autrement dit, vous élargissez le lien entre le conditionnel et toutes les catégories de propriété. Deuxième manière, au fond, de montrer que le lien n'est pas aussi évident que cela, c'est de dire l'inverse, c'est-à-dire, à l'extrême opposé, aucune attribution de propriété n'implique quoi que ce soit de ce genre. Autrement dit, même les attributions de disposition n'impliquent pas de conditionnel. Bon. Alors, c'est précisément pour essayer de répondre à ces deux difficultés que Hugh Mellor, en 1974, dans le texte qui inaugure ce que j'ai appelé la réhabilitation contemporaine des dispositions, c'est dans ce texte que Mellor va s'employer à montrer que les termes de propriété catégorique ont en fait exactement la même relation au subjonctif conditionnel que les termes dispositionnels. Bon. Autrement dit, qu'un terme comme triangulaire, n'est-ce pas, est exactement à placer dans ce cadre sur le même plan qu'un terme comme fragile, soluble ou élastique. Bon. Alors, vous avouerez que la position est a priori assez contre-intuitive. Et pourtant, c'est bien ce que Mellor dit, je le cite, page 171, dans In Defense of Dispositions, donc repris dans l'ouvrage Matters of Metaphysics. J'indique à ceux d'entre vous qui ont l'esprit un peu curieux que Hugh Mellor, avec la générosité qu'il caractérise, a mis en ligne sur son site l'ouvrage lui-même complet en PDF. Voilà. Donc vous pouvez, parce que je crois que le livre est épuisé, et pourtant c'est un livre extrêmement important. Et en tout cas, moi je l'ai trouvé, je crois on peut télécharger sur le site, alors peut-être que c'est provisoire, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez sur le site de Hugh Mellor et on peut trouver une copie en PDF voilà, ainsi que d'ailleurs de son autre ouvrage Matter of Chance. Donc vous pouvez avoir un accès très commode à ce chapitre In Defense of Dispositions qui se trouve dans Matters of Metaphysics, que je vous ai indiqué dans la bibliographie. Voilà. Alors voici ce qu'il dit, donc page 171. Prenez le paradigme, la structure moléculaire, un ensemble géométrique, par exemple triangulaire, de masse inertielle. Être triangulaire, c'est au moins être tel que si on comptait correctement les angles, le résultat serait 3. La masse inertielle implique seulement des conditionnels subjonctifs spécifiant l'accélération selon diverses forces. Bon. Alors, je voudrais simplement faire une remarque préalable avant de voir ce que vaut l'argument de Mellor. Vous comprenez bien que la croyance en l'implication pour certaines propriétés de conditionnels est ce qui a conduit, vous vous en souvenez, bon nombre de philosophes au XXe siècle à considérer avec suspicion les dispositions. Pourquoi ? Eh bien parce que si évidemment on se souvient de ce qu'implique l'implication, les dispositions à ce moment-là doivent être vues comme essentiellement des propriétés purement hypothétiques ou conditionnelles qui font une référence implicite mais inéliminable à des états de choses contrefactuels. Et donc, le mieux, vous vous en souvenez, c'était plutôt ça qui était dans l'esprit au début des philosophes des sciences comme des philosophes de l'esprit, du reste.
le mieux c'est de les expurger et purement et simplement de les éliminer de notre ontologie. Bon. Donc, mesurez bien la chose. Lorsqu'en 1974, Hugh Mellor soutient, n'est-ce pas, cette thèse a priori un peu paradoxale, il faut bien le dire, il faut y voir déjà de sa part une réaction, vous voyez, à cette tradition donc de suspicion à l'endroit des dispositions. Et donc, comme faisant aussi intégralement partie de la tentative qui est la sienne de restaurer en quelque sorte la dignité des filles mères. Hein. Incidemment, le terme de fille mère que j'avais employé, c'était évidemment Mellor qui l'utilisait. Hein. Changer le statut des filles mères en celui plus respectable de mère célibataire. Bien. Donc, l'argument, vous le voyez, est tout à fait direct. Hein. Si, c'est le suivant, si la triangularité, hein, qui est donc apparemment le paradigme de ce qu'on pourrait appeler une propriété catégorique, n'est-ce pas, implique un conditionnel, eh bien, alors, on peut tout à fait la considérer comme une propriété dispositionnelle. Or, c'est bien exactement ce que dit Hugh Mellor. Car il est nécessaire, si un objet est triangulaire, que si l'on comptait correctement ses angles, le résultat serait 3. Bon. Vous voyez que, et donc associé à la triangularité, une manifestation, hein, c'est-à-dire ce qui provoque le résultat 3, et sont spécifiées même des conditions de manifestation. Il faut que les angles soient correctement comptés. Bon. De telle sorte que, nécessairement, un objet est triangulaire si et seulement si il produisait cette manifestation, si ces conditions s'appliquaient, et l'implication, par conséquent, permet de prédire que triangulaire exprime bel et bien une disposition. Bon. Or, c'est bien ainsi que les choses se passent pour n'importe quel prédicat dont on peut penser qu'il exprime une propriété catégorique. Donc, si Mellor a raison, cela veut dire qu'on ne peut pas faire reposer la distinction dispositionnelle catégorique, que j'abrégerai désormais en distinction d'essai, sur la base des conditionnels, puisque on peut dire exactement de la même manière A, X est soluble, implique, si X est dans l'eau, alors X se dissout, et B, X est triangulaire, implique, si les angles de X sont comptés, alors le résultat sera 3. Bon. La réponse de Mellor est-elle bonne? Bon. Elle a été contestée par une excellente philosophe qui s'appelle Elizabeth Pryor, dans un livre qui s'appelle Dispositions aussi, bon. Et que je vous ai indiqué dans la bibliographie du reste. Et ça a donné lieu à un échange entre Elizabeth Pryor et Hugh Mellor, échange qui a été repris pour ce qui est du texte de Mellor dans un article d'Analysis de 1982, Counting Corners Correctly. Bon. Alors, c'est la condition pas triple A, mais triple C. Donc quelle est l'objection d'Elizabeth Pryor? Bon. Eh bien, justement, elle consiste évidemment, contre Hugh Mellor, à soutenir la validité de la dite distinction entre attribution catégorique et attribution dispositionnelle, vous vous en doutez. Alors, elle reprend l'argumentation de Mellor en disant voilà ce que Mellor soutient. Il soutient qu'on peut donner de la triangularité l'analyse suivante. 1. X est triangulaire implique, si les angles de X étaient correctement comptés, le résultat serait 3. Vous y êtes? Bon. Qui diffère de 2,
X est triangulaire implique, si les angles de X étaient comptés, le résultat serait 3. Pourquoi est-ce que ça diffère? 1 diffère, doit différer de 2, n'est-ce pas? C'est parce que si 1 ne diffère pas de 2, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir un analogue de 1 plus proche de l'énoncé clairement dispositionnel, en 2, n'est-ce pas, que j'intitule 3, X est fragile, implique, si on jetait convenablement X, il se briserait. Or, 2, je rappelle, X est triangulaire implique, si on comptait les coins de X, le résultat serait 3. 2 est faux, nous dit-on, parce qu'on pourrait mal compter les coins ou les angles d'un triangle, même si cela est difficile à concevoir, n'est-ce pas? En tout cas, cela pourrait se produire dans un autre monde possible où le résultat, supposé par exemple dans un univers cartésien où Dieu aurait finalement décidé de jeter par-dessus bord toutes les vérités éternelles, où le résultat donc serait systématiquement autre, peut-être 4 ou 5. Bon. Alors, la différence donc entre l'énoncé 1 et l'énoncé 2, est-il besoin que je le répète? Non, vous y êtes. Et donc, 1 contient correctement. Bon. Alors, pour Mellor, cela veut dire que correctement renvoie à la manière dont on a compté les angles. Vous y êtes? Pas à la question de savoir si le résultat nous donne bel et bien 3. Pourquoi, dit Prior? Eh bien parce que si tel était le cas, si on se référait donc au résultat plutôt qu'à la méthode, alors on aurait un conditionnel qui serait trivialement analytique, du type si on compte les angles de telle sorte que le résultat soit 3, alors le résultat sera 3. Bon. Or, objecte Prior à Mellor, l'analyse doit porter sur le résultat et non sur la méthode. Et donc, l'effet, en effet, sera trivialement analytique. Or, poursuit-elle, les conditionnels dispositionnels authentiques, tels que justement ce qu'on est en droit d'attendre quand on fait une attribution informative de disposition ou de propriété catégorique, nous attendons de ces conditionnels dispositionnels qu'ils ne soient pas trivialement analytiques. Et donc, on peut bel et bien, contrairement à ce que dit Mellor, conclut Prior, maintenir la pertinence de la distinction DC sur la base de la dernière et non de la première, qui n'implique que des conditionnels triviaux. Bon, résultat donc, on maintient la pertinence de la distinction. Bien. Troisième étape du mélodrame, Mumford, évidemment, considère que Prior se trompe un petit peu lorsqu'elle conteste l'argument de Mellor. Page 70 dans le livre, voici ce qu'il dit. Dans son argument, Prior a recours à la disposition de fragilité et à la formule que l'on jette convenablement, qui est censée avoir à peu près le même rôle que ce que l'on compte correctement, et qui peut donc impliquer quelque chose qui est aussi trivialement analytique, faisant référence autant au résultat qu'à la méthode, puisque
jeter convenablement signifie, dit Mumford, en fait, jeter de telle manière que le bris s'ensuive. C'est-à-dire, si on jette X de telle manière qu'il se casse, alors il se casse. Bon. Ce qui en plus, ajoute Mumford, risque en fait de s'appliquer à tout, finalement, et risque de rendre absolument toutes les choses fragiles. Car, hormis des éponges et des balles de tennis, tout se brise, si vous y réfléchissez 2 minutes, du moment que vous le jetiez d'assez haut ou sur une surface assez dure. Bon. Donc, finalement, il y a bien quelque chose comme du vague, n'est-ce pas, dans le concept de fragile, mais on peut considérer, exactement comme ce que dit Mellor pour le triangle, que, eh bien, on ne peut pas garantir la vérité du conséquent du conditionnel, à moins de se référer au résultat plutôt qu'à la méthode que l'on a utilisée pour compter. Bon. Mais, est-ce que c'est si gênant que cela ? Eh bien, Mumford considère qu'en fait, et donc il tire une conséquence, vous voyez, sensiblement différente de celle que tire Elizabeth Pryor, il n'y a rien là-dedans de problématique, sauf si on oublie que les dispositions ne nécessitent pas toujours leur manifestation, vous voyez, mais qu'elles le font de manière seulement éminemment probable, page 71. Je crois qu'il a raison sur ce point. Vous vous souvenez, nous avions insisté sur le caractère irréductiblement indéterminé des dispositions. Et après tout, au fond, on peut, à partir de là, considérer que la manière dont Mellor refuse la pertinence de la distinction est une manière tout à fait intéressante. Alors, est-ce que l'on peut, c'est ça que Mumford essaie de faire, est-ce qu'on peut, autrement dit, tout en admettant l'argumentation de Mellor, le suivre, mais sur d'autres bases. Bref, en trouvant une autre méthode qui nous permettrait de tester la triangularité ou la fragilité. En vérité, si on prend l'article dans lequel Mellor a essayé de répondre justement aux objections de Pryor, c'est-à-dire dans Counting Corners Correctly, on s'aperçoit qu'il reste une ambiguïté dans sa position. Mellor se concentre sur le rôle des conditionnels dans la signification des attributions de disposition. Mais la relation qu'ont ces conditionnels avec les dispositions n'est pas tout à fait claire dans la manière dont il présente les choses. En d'autres termes, est-ce que l'on doit interpréter ce qu'il dit comme signifiant que les attributions de disposition impliquent des conditionnels vrais, ou bien comme signifiant que les attributions de disposition sont équivalentes à des conditionnels vrais ou à quelque chose d'autre, autrement dit. Bon. Alors, ce qui est sûr, c'est que, notamment dans Indefensive Dispositions, Mellor dit bien qu'il n'essaie pas de donner une analyse complète des concepts dispositionnels. Il se contente simplement de dire que ce qu'il veut rappeler, n'est-ce pas, c'est que leur implication conditionnelle est un trait que partagent, ou que les attributions, les propriétés dispositionnelles ont en commun, n'est-ce pas, avec les propriétés catégoriques tout à fait respectables que nous acceptons par ailleurs. Bon, donc il n'y a pas lieu sur ce plan de considérer que nous disposions là d'un critère de distinction entre les deux types de propriétés qui soient opératoires. Bon, voici ce qu'il dit. Ma stratégie est de montrer que les traits offensants des dispositions
sont soit mythiques, soit communs à d'autres propriétés des choses. Tout comme mener une vie dissolue n'est pas l'apanage des gens non mariés et n'est donc pas une base appropriée de discrimination à leur encontre. Fin de citation, page 157. Donc, on accordera certes qu'il ne dit pas ici qu'il est absolument impossible de distinguer, n'est-ce pas, le dispositionnel et le catégorique. Vous voyez, hein? Bon, mais dans l'autre article que je vous ai indiqué, donc dans la réponse à Prior Counting Corners Correctly, il dit bien, page 96 de l'article, Elizabeth Prior essaye de soutenir le mythe selon lequel il y a des propriétés non dispositionnelles des choses, c'est-à-dire des propriétés qui n'auraient pas besoin de conditionnel subjonctif. Fin de citation. Donc, vous voyez, il considère dans le texte, au fond, qu'il y a lieu d'abandonner ici la distinction d'essai, mais au fond, mais il ne le justifie pas plus, pourrait-on dire, que sous la forme d'un fiat associé à l'analyse conditionnelle suivante. Si l'attribution de X implique un conditionnel subjonctif, alors X est une propriété dispositionnelle. Le problème, c'est que on peut considérer que ce qu'il dit là n'est pas tout à fait en accord avec, justement, la manière dont il présente les choses dans In Defense of Dispositions, où il nous met en garde contre la discrimination parce que, si vous voulez, en quelque sorte, il n'y a pas que les mères célibataires qui ont une vie dissolue. Mais ce qu'il soutient ici, en revanche, c'est que toutes les attributions de propriété sont dispositionnelles parce qu'elles impliquent des conditionnels. Vous voyez ? Mais c'est là, logiquement, faire une inférence tout à fait illégitime, comme n'a pas manqué de le voir l'œil avisé de Stephen Mumford, c'est-à-dire qu'il fait l'inférence que nous sommes tous des mères célibataires parce que nous menons tous une vie dissolue. Conclusion. Si distinction il y a ou il n'y a pas, eh bien il faut la faire sur d'autres bases. Bon, et donc c'est ce que justement Mumford va essayer de proposer dans son approche. Je suis donc au petit point D sur la feuille d'accompagnement, si vous suivez bien. Alors pour ce faire, Mumford commence par reprendre des arguments que l'on doit à C.B. Martin, Charles Martin. Il rappelle premièrement que les dispositions sont des états ou des propriétés réelles, intrinsèques, plutôt que de simples potentialités. Et donc, que dire que quelque chose est maintenant, n'est-ce pas, en ce moment même, soluble, c'est bien dire quelque chose sur ce qu'il est réellement, n'est-ce pas, plutôt que quelque chose sur de possibles événements futurs. Vous voyez, c'est l'aspect, peut-on dire, catégorique, non conditionnel, vous voyez, ou inconditionnel du dispositionnel. Bien. Donc, ne pas voir les choses ainsi, rappelle-t-il, c'est une fois encore confondre les dispositions avec leurs manifestations, hein, ou réduire les dispositions à des événements, comme dans l'analyse conditionnelle. Bon. Dire que les dispositions sont des propriétés intrinsèques, c'est dire que ce sont des propriétés instanciées, hein, qui sont complètement inhérentes, en quelque sorte, à l'objet d'attribution et qui peuvent donc être possédées en l'absence même de conditions de stimulus. Si vous voulez, trivialement, cela veut dire que quelque chose n'est pas élastique juste au moment où se produit l'événement, n'est-ce pas, de son étirement réel, n'est-ce pas, au moment où on tire sur l'élastique. Donc, il est possible donc qu'on puisse dire d'une chose qu'elle
possède une disposition entre ces manifestations ou qu'elle les possède, pardon, bien qu'elle ne les ait jamais manifestées, ou même qu'il est possible qu'elle les possède, bien que nous ne le sachions jamais. Par exemple, l'exemple qu'il prend est assez amusant, une cassette vidéo du film Casablanca, qui aurait été donc enregistrée et qui se serait cassée avant que vous ayez eu le temps de passer le film. Bon. Deuxième remarque, si vous jetez un coup d'œil sur nos attributions de supposées propriétés catégoriques, vous vous apercevez que vous allez avoir du mal à en trouver dans toutes les analyses qui ont pu être consacrées à ces questions. Eh bien, parce que la liste des catégories ontologiques contient des choses très différentes, occurrences, épisodes, formes, structures, sous-structures moléculaires. Bon, mais au fond, on a guère plus de détails, n'est-ce pas sûr? Il n'y a pas beaucoup d'exemples qui sont donnés qui permettraient de donner une caractérisation plus fine des dites propriétés catégoriques. Bon. Et donc, au fond, on aimerait bien quand même trouver justement un contenu un petit peu plus fin, plus positif, qui nous permettrait de dire que ces propriétés se distinguent vraiment de propriétés dispositionnelles. Et notamment, qu'il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas, lorsque on effectue à leur sujet une implication conditionnelle, qui leur est propre, par rapport à ce qui se passe que lorsque on effectue une implication conditionnelle avec précisément des propriétés dispositionnelles. Or, dit Mumford, on ne trouvera pas la réponse si on suit cette voie, précisément parce que, contrairement à ce que pense par exemple Elizabeth Pryor, la différence n'est pas à rechercher dans le conditionnel lui-même qui est impliqué, n'est-ce pas, mais plutôt dans le type d'implication conditionnelle. Voici ce qu'il dit, page 75. Une attribution de disposition est une caractérisation fonctionnelle de propriété. C'est la classification d'une propriété selon son rôle fonctionnel. C'est caractériser une propriété selon l'effet qu'elle produira dans une circonstance particulière, ou en d'autres termes, le rôle que la propriété joue à mi-chemin entre une paire de stimulus de manifestation d'événements. Ainsi, nous disons X est soluble dans l'eau lorsque X a une propriété qui, dans certaines circonstances, cause la dissolution lorsque il est dans l'eau. Fin de citation. Bon. Donc, il peut y avoir d'autres manières de faire référence à cette propriété, mais au fond, nous faisons référence à cette propriété causalement efficace comme solubilité dans l'eau lorsque nous essayons de la caractériser fonctionnellement. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous conduisons les choses de cette manière? Eh bien, nous ne disons rien sur, à proprement parler, la description catégorique de cette propriété quand nous faisons une attribution de disposition. Ce qui n'est pas impliqué ou nécessité par une attribution de disposition, c'est une spécification de la caractérisation non dispositionnelle, que ce soit en termes de forme, de structure ou d'état. Donc, une disposition va être comprise comme la disposition qu'elle est en vertu purement et simplement
de ce qu'elle satisfait un certain nombre de critères fonctionnels qui sont distincts des critères que l'on invoque pour sa soi-disant nature catégorique. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, cela se passe de la manière suivante. Faire, dit Mumford, une attribution dispositionnelle, c'est simplement dire quelque chose sur ce que cette chose peut faire, mais rien sur la manière dont elle peut le faire. Par exemple, ce qui est commun à tous les thermomètres, c'est une essence fonctionnelle, c'est-à-dire une aptitude à réagir de façon au fond cohérente selon que le thermomètre est exposé à différentes températures, hein, et de fournir au fond l'éventail de ces différentes manifestations. Bon. Et donc, vous voyez que cela peut se réaliser à travers toute une série de mécanismes différents. Donc, il vaut mieux entendre en ce sens le terme thermomètre, dit Mumford, comme un terme dispositionnel que comme un terme catégorique. Bon. Et donc, vous comprenez mieux qu'est-ce qui est, au fond, nécessairement impliqué par l'attribution d'une propriété catégorique, théoriquement par opposition à une propriété dispositionnelle. C'est l'existence, pense-t-on, d'une forme, d'un état, d'une structure ou d'une propriété réelle. Mais cela n'exclut pas que les dispositions, elles aussi, soient réelles, puisque justement, nous envisageons précisément qu'elles puissent tout à fait satisfaire ce critère. Simplement, nous dirons que dans le cas où nous avons affaire à des catégoriques, rien n'est impliqué de façon purement conceptuelle, en d'autres termes, s'agissant de savoir quel rôle causal ou quel rôle fonctionnel, tel qu'une forme, un état, une structure, jouera dans les interactions de la chose avec d'autres choses. Donc, on ne peut rien dériver, si vous voulez, il est absolument impossible de dériver quoi que ce soit quant au rôle causal d'une propriété de façon analytique à partir de la signification d'une attribution de propriété catégorique. Mais ce qui est spécifiquement la propriété catégorique de base, c'est pour n'importe quelle disposition quelque chose qui est a posteriori. La base catégorique d'une disposition, vous vous souvenez de l'analyse d'Armstrong, c'est cette propriété catégorique ou le complexe de propriétés catégoriques qui sous-tendent une disposition. Et en revanche, c'est une question parfaitement empirique pour toute disposition que de savoir quelle est, n'est-ce pas, sa base catégorique. Inversement, c'est de même une question empirique pour n'importe quelle base catégorique de savoir quelles sont les dispositions qu'elles entraînent. Bon. Eh bien, on peut donc dire que notre connaissance des rôles causaux ou fonctionnels des différentes propriétés catégoriques est une question complexe qui relève de l'investigation scientifique. Bon. On a simplement tendance à y voir quelque chose d'analytique, très souvent en raison du nombre de résultats déjà acquis. Mais en toute rigueur, le rôle causal ne fait pas partie, n'est-ce pas, d'une signification, d'attribution catégorique, comme c'est le cas pour les attributions dispositionnelles. Autrement dit, les dispositions sont par nécessité causale des occupants qui ont un rôle causal, dit Mumford, c'est causal role occupiers, dit l'anglais. Les propriétés catégoriques aussi sont des occupants qui ont un rôle causal, mais seulement a posteriori, vous voyez, parce qu'il faut le découvrir empiriquement pour parvenir à le déterminer. Vous voyez la différence? Autrement dit,
On peut donc admettre l'idée, conserver l'idée d'une distinction d'essai sur la base suivante. Page 77, dans Dispositions. Les attributions de disposition sont des attributions de propriété qui occupent un rôle fonctionnel particulier en fait de nécessité conceptuelle et non des caractérisations de forme ou de structure particulières qu'a posteriori. Les attributions catégoriques, pour leur part, sont des attributions de forme et de structure qui n'ont des rôles fonctionnels particuliers qu'a posteriori. Vous y êtes? Donc, c'est évidemment sur la base fonctionnaliste de différence de rôle causal qu'occupent les propriétés que Mumford considère que, n'est-ce pas, on peut maintenir une certaine légitimité à la distinction au niveau de nos attributions de propriétés dispositionnelles et de propriétés catégoriques, même si, comme je vais maintenant le montrer, il considère aussi, souvenez-vous, n'est-ce pas, hein, que Mellor n'a pas tort de considérer jusqu'à un certain point que sur le plan de l'ontologie, eh bien, nous n'avons que des propriétés dispositionnelles. Vous y êtes? Bon. Mais même si on accorde cela à Mellor, il est quand même possible, dit Mumford, de maintenir une certaine pertinence, n'est-ce pas? Et ça peut être intéressant, notamment relativement à ce que nous cherchons lorsque nous faisons une analyse dans les sciences de ce type de propriétés, vous voyez. Nous distinguons le sens des propriétés, des énoncés qui contiennent des termes dispositionnels, précisément par la différence que nous établissons entre les différents rôles causaux ou fonctionnels qu'occupent ces termes. Ça va? Bien. Alors, évidemment, toute la question est de savoir maintenant si cette solution très élégante, fonctionnaliste, qui permet donc, malgré tout, de garder une certaine pertinence à la distinction, est sur le plan qui nous occupe, à savoir, je vous le rappelle, le plan de savoir si nous pouvons déterminer sur le plan ontologique quelle est la nature des propriétés, et donc si véritablement il y a lieu ou pas de faire une différence entre des propriétés catégoriques d'une part, des propriétés dispositionnelles de l'autre, si l'approche fonctionnaliste, n'est-ce pas, est satisfaisante. Bon, donc j'en arrive maintenant à l'approche fonctionnaliste des dispositions de Mumford, ou, si vous voulez, comment être un réaliste, soi-disant, relativement aux dispositions, sans être un dispositionnaliste intégral, n'est-ce pas? Et sans être, évidemment, autre défaut à éviter, un catégoricaliste à la Armstrong. Vous voyez, bon, l'idée. Et sans être aussi, mais alors là, c'est peut-être là que les choses vont se compliquer, du moins c'est ce que je pense, sans être un réaliste un petit peu mollasson. Bon. Alors, je crois que malheureusement, Mumford a du mal à résister vraiment à la dernière des objections que je lui fais, pour des raisons que j'avais déjà rapidement évoquées et que je vais rappeler très rapidement pour rafraîchir un petit peu la mémoire. Vous vous souvenez que c'est au chapitre 9, avais-je dit, donc de Dispositions, que Mumford propose donc, ce qu'il appelle une approche fonctionnaliste des dispositions et qu'il juge précisément cette approche à même de répondre aux objections, n'est-ce pas, auxquelles se heurtaient aussi bien les catégoricalistes que les dispositionnalistes, n'est-ce pas, ou ceux qui prônaient tel ou tel mode de réduction et pas seulement d'élimination des dispositions. Bon, autrement dit, et nous venons d'en avoir l'illustration, il considère premièrement qu'il faut maintenir un certain niveau de distinction, donc on vient de voir lequel, n'est-ce pas, difficilement éliminable, selon lui, entre le dispositionnel et le catégorique. Nous venons de voir que c'est ce qu'il maintient sur le plan sémantique des attributions.
pas ? Bon. Deuxième nécessité, dit-il, il faut aussi quand même, et donc là il est tout à fait, me semble-t-il, sérieux dans son approche, puisque c'est un point sur lequel aussi j'ai beaucoup insisté, il faut aussi maintenir l'idée que les dispositions doivent avoir un rôle vraiment causal. Bon. Troisième idée, il faut aussi bien considérer que, jusqu'à un certain point, les attributions de disposition sont relatives au monde, et tout en faisant tout cela, se présenter quand même comme un réaliste. Bon. Alors, pour ce faire, quelle est la manière dont il va se présenter ? Alors, il commence par considérer, et on va voir que justement là-dessus, il se rapproche d'une position tout à fait intéressante que, incidemment, j'ai eu tendance, il y a quelques années moi-même, à suivre d'assez près, et dont j'ai réussi finalement à me dégager, tant sans mal. C'est la position défendue par Brian Ellis dans différents ouvrages, qu'on appelle de l'essentialisme dispositionnel, n'est-ce pas ? Bon, je vais y revenir. Mais donc, si vous voulez, il commence par partir de l'idée que, comme Ellis, la nature est composée d'une hiérarchie de niveaux, hein, dispositionnels et, dit-il, subdispositionnels, où sont présentes à chaque niveau des instances de propriété structurelles ou non dispositionnelles, mais qu'on peut relativement identifier à des dispositions. Voici ce qu'il dit. Plusieurs choses peuvent être solubles, mais si elles le sont, c'est en vertu du fait qu'elles possèdent une propriété qui a le rôle fonctionnel, n'est-ce pas, de causer la dissolution lors de l'immersion dans l'eau. Vous voyez, bon, comment le rôle fonctionnel intervient dans l'explication. Rien n'est dit, je le rappelle, sur ce qu'est la spécification non fonctionnelle de cette propriété dans des cas comme la solubilité, l'élasticité, la fragilité. Donc, le rôle fonctionnel, n'est-ce pas, est un rôle causal, je pense que vous l'avez compris, spécifié en termes d'antécédents causaux typiques et de conséquences causales typiques. Bon. Vous observerez au passage que il n'y a pas que les propriétés qui aient des essences fonctionnelles. Vous noterez qu'il prend l'exemple du thermomètre. On peut très bien, en effet, dire que certains objets sont ce qu'ils sont en fonction, si j'ose dire, de la fonction ou du rôle causal, n'est-ce pas, qu'ils effectuent. On dira qu'un thermostat est un thermostat en vertu du fait qu'il est censé déclencher un signal lorsque le seuil d'une température, n'est-ce pas, programmée, a été dépassé. Bon. Donc, on pourra dire que tout objet qui a ce rôle fonctionnel, au fond, est un thermostat, hein, c'est ça l'idée, quelles que soient ces autres propriétés qui réalisent ce rôle fonctionnel. Donc vous voyez que procéder ainsi, c'est considérer que appeler un objet un thermostat, c'est bel et bien employer un terme dispositionnel, hein, et pas un terme catégorique. Tout le monde le comprend bien, vous voyez ? Donc on identifie la propriété dispositionnelle simplement à la fonction, indépendamment donc de la question de la réalisabilité, de la manière dont s'effectue la réalisation des autres propriétés de la chose. Bon. C'est ce qui est, en un sens, le grand mérite du modèle fonctionnaliste qui avait été introduit notamment en philosophie de l'esprit pour éviter un certain nombre de problèmes. Je le dis à ceux qui connaissent un petit peu mieux ces questions dans le domaine des sciences cognitives, pour éviter les problèmes notamment de la théorie de l'identité des états mentaux à des états cérébraux, et pour éviter un certain nombre de difficultés que posait une interprétation strictement matérialiste des états mentaux. On avait considéré qu'au fond, même si on était, comme dit Putnam, en gruyère, hein,
un objet qui a le rôle fonctionnel de, n'est-ce pas, provoquer telle ou telle attitude propositionnelle, tel désir, telle croyance, etc. Et donc aussi bien un robot, un thermostat, donc, qui a ce rôle fonctionnel, eh bien, peut être considéré comme, au fond, sur le même plan que, n'est-ce pas, l'état mental qui serait, en effet, celui par lequel nous caractérisons paradigmatiquement l'état mental d'une personne, d'un être humain, n'est-ce pas ? Vous voyez, ça permettait d'élargir, justement, le modèle, pourrait-on dire, cognitiviste, n'est-ce pas, qui était initialement considéré uniquement sous la forme trop étroite du physicalisme ou de la théorie d'identité. Donc le modèle fonctionnaliste, pendant longtemps, qui est un modèle aussi que jusqu'à une certaine époque, pas mal d'auteurs dans les sciences cognitives avaient trouvé génial parce qu'il permettait finalement, vous voyez, de mettre sur le même plan toute une série d'objets et de propriétés qui n'avaient pas éventuellement des réalisations d'autres propriétés similaires, n'est-ce pas, mais de considérer, à partir de leur fonction, qu'ils pouvaient remplir exactement le même type de rôle. Ça permettait d'avoir un modèle du mental, évidemment, extrêmement intéressant. Bon. Puis, bon, je ne vais pas en dire plus, mais enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Putnam est celui qui, alors que c'est un de ceux qui a été le premier à proposer ce modèle, et celui aussi qui a été un des premiers à en revenir et à montrer que, malheureusement, le modèle fonctionnaliste ne permettait pas véritablement de rendre compte d'un certain nombre de propriétés mentales et que, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'appesantir aujourd'hui, et que par conséquent, il ne fallait pas le suivre, et qu'il fallait plutôt même carrément l'abandonner. Bien. Donc, Putnam raconte toute cette histoire incidemment dans son livre Représentation et réalité. Bon. Donc l'idée, vous voyez, en tout cas, c'est que le modèle fonctionnaliste a ceci d'avantageux qu'il permet de faire abstraction, en quelque sorte, de toutes les propriétés autres que les propriétés proprement dispositionnelles de la chose. Voilà. Donc, même si la chose est un thermomètre, un thermostat, au fond, est un cœur, n'est-ce pas, on considérera qu'on peut la travailler exactement de la même manière. Bon. Alors, il suffit simplement de dire quelle contribution causale le fait de posséder cette propriété apporte à celui qui l'a, et sans qu'on dise quoi que ce soit sur la manière dont le rôle causal lui-même est provoqué. Bon, donc on peut, si on veut, admettre tout à fait que ce sont, par exemple, vous voyez, des bases catégoriques qui sont à l'origine de ces rôles causaux, mais on peut aussi considérer qu'on peut réduire les dispositions à ces bases. Bien. Ou qu'on ne peut, excusez-moi, ou on peut aussi indifféremment considérer qu'on ne peut pas réduire, à proprement parler, les dispositions à de telles bases, et donc aller à l'inverse du postulat catégoricaliste. Bon. Donc, vous voyez, la propriété elle-même ne va être dite dispositionnelle ou catégorique que relativement à un choix d'explanandum. Donc, relativement au rôle fonctionnel consistant à causer la dissolution dans un liquide, la dénotation d'une propriété P qui a ce rôle causal par nécessité conceptuelle, la solubilité, est dispositionnelle. Dénotée de telle manière qu'elle ne nécessite pas conceptuellement ce rôle causal, peut-être en termes de structure moléculaire, alors cette même propriété se trouve être non dispositionnelle. Mais par l'argument du rôle causal, les deux dénotations ont trait au même état ou à la même instance de propriété. Mais vous vous souvenez, j'avais eu l'occasion de le dire lors de la première séance, je ne suis pas sûre que ce vocabulaire de fonction soit vraiment satisfaisant pour nous. Bon. Pour des raisons qui tiennent aux critiques générales qui ont été adressées au modèle fonctionnaliste lui-même, et qui revient plus précisément à dire qu'il est impossible de donner une caractérisation de quelque chose qui est une fonction
qui ne comporte pas à un moment donné un élément qui soit relatif à l'observateur. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on sait qu'une chose, un état, un artefact, un organe, peut être la cause de comportements très variés. Un état peut être à l'origine de la dissolution dans l'eau, mais aussi, vous vous souvenez, c'est l'exemple que j'avais pris, peut être aussi à l'origine du fait que l'eau a un goût salé. Bon, le cœur peut pomper le sang, ce sont des reproches notamment que fait John Searle au fonctionnalisme. Le cœur peut pomper le sang, mais il fait aussi du bruit, ou encore le téléphone peut faciliter la communication, mais le téléphone, au fond, absorbe aussi et réfléchit la lumière. Donc, dans chacun de ces cas, comment est-ce que l'on peut déterminer entre tous ces comportements celui qui est vraiment la fonction, n'est-ce pas, de l'état, de l'organe ou de l'artefact? Bon, on a l'impression dans les deux derniers cas que c'est relativement facile, puisque on introduit à ce moment-là, vous vous souvenez, on peut dire, bon, introduisons un petit peu de téléologie. Ça ne fait jamais de mal d'introduire un petit peu de téléologie quand on essaie d'expliquer quelque chose. On dira donc que faciliter la communication, c'est la fonction d'un téléphone, plutôt que le fait d'absorber ou de réfléchir la lumière. Bon, parce que c'est ainsi que s'explique la présence d'un téléphone. Bon. Enfin, c'est un peu court, me semble-t-il, comme explication. De même, on peut expliquer, c'est déjà un petit peu plus sérieux et convaincant peut-être, en termes d'évolution, n'est-ce pas, les fonctions des organes et des organismes. C'est parce que le cœur a pompé le sang, et non parce qu'il fait du bruit, qu'il a été naturellement sélectionné pour certains organismes. Donc, nous avons un cœur parce qu'il pompe le sang, non parce qu'il fait du bruit. Mais après tout, vous voyez que si on introduit aussi un petit peu trop de téléologie ou peut-être un peu trop de lamarckisme à la limite, c'est toujours un petit peu aussi scabreux, n'est-ce pas, dans le registre de l'explication. Bon. Alors en tout cas, ce qui est plus problématique, c'est que même si on admet l'introduction d'un petit peu de téléologie pour rendre plus attirante le concept même de fonction, il est clair que c'est très très difficile, si on s'en tient là, pour essayer de distinguer, dans le cas des dispositions, ce qui est proprement de l'ordre de l'accident et ce qui est de l'ordre proprement de la fonction. Comment, je m'explique, comment, par exemple, de la dissolution dans l'eau ou du fait d'avoir un goût salé, pourrons-nous établir de ces deux choses, celle qui est la fonction de la solubilité. Vous voyez ? Bon. Alors, on répondra peut-être que le comportement qui est la fonction de l'état est, de tous les prédicats possibles, susceptible de dénoter l'état, celui qui est relatif à l'utilisation qu'on en fait, n'est-ce pas ? Donc, on peut utiliser le prédicat soluble pour dénoter l'état. La dissolution dans l'eau sera comprise à ce moment-là comme la fonction de l'état. Le fait d'avoir un goût salé, du même coup, sera considéré comme plutôt un accident. Mais vous voyez que quand même, pour donner quelques justifications qui tiennent un peu la route entre ce qui est proprement caractérisable comme étant de type fonctionnel et comme ce qui est proprement caractérisable comme étant de type accidentel, on a besoin, semble-t-il, d'un peu plus tout de même de critères, me semble-t-il. Bon, donc, en tout cas, je ne vois pas bien quel sens on pourrait donner à un énoncé qui prétendrait pouvoir dire, comme nous l'avons fait dans le cas du téléphone et du cœur, que c'est la dissolution dans l'eau qui explique la présence de la solubilité. Bon. Or, vous voyez que si, c'est ce que j'avais fait remarquer lors de la première séance, si ce que nous recherchons, c'est tout de même un moyen qui nous permette de trancher la question ontologique, et si le mérite essentiel de l'approche consiste précisément à ne surtout pas la trancher,
mais simplement de repérer quel est le prédicat qui va nous permettre de dénoter la propriété. Je ne suis pas sûre qu'on ait fait beaucoup de chemin en direction du réalisme. Bon. Pourtant, je dois avouer que je suis un petit peu sévère, malgré tout, à l'endroit de Stephen Mumford, quand je dis qu'il n'est pas assez réaliste. Parce que, au moins au sens suivant, où Mumford entend bel et bien, et c'est, je dirais, de plus en plus net même dans la dernière approche qui est la sienne, qu'il a indiqué dans un livre qui est très récent et qu'il a publié avec Anjum, qui s'appelle Getting Causes from Powers. Bon, je crois que je vous l'ai mis, qui date, donc qui vient d'être publié il n'y a pas longtemps. Vous trouvez aussi toute une série d'articles qui composent du reste de ce volume, puisque la manière dont travaille Mumford, comme à peu près tout le monde aujourd'hui, consiste d'abord à essayer de régler une question, d'essayer de voir si la question tient la route en publiant dans une revue, d'avoir ensuite un certain nombre de contre-arguments, d'objections pour améliorer les choses, et puis une fois qu'à peu près on a pris en compte toutes les objections qu'on a reçues, bon, ben on essaie tant bien que mal de composer un livre. Voilà. Bon, et donc, Mumford est arrivé ainsi, je crois, à développer dans ce dernier ouvrage dont je vous parlerai, mais plutôt à la fin, parce que je ne suis pas non plus totalement convaincue, malgré tout, par sa dernière position. Il parvient en tout cas à développer une approche certainement plus robuste ontologiquement que celle à laquelle il parvient dans son ouvrage de 98 ou même dans l'ouvrage de 2004, dont je reparlerai aussi lorsque nous aborderons les relations entre les dispositions et les lois de la nature, n'est-ce pas? Bon, mais il est vrai aussi que je suis quand même injuste si, même s'agissant de la position qui est la sienne et qu'il défend en 98 dans cet ouvrage, j'omettais de signaler que le fonctionnalisme qu'il introduit, n'est-ce pas, et qui est une partie donc extrêmement importante de son programme d'analyse des propriétés dispositionnelles, était le tout du programme, n'est-ce pas? Je serais injuste si je ne faisais pas remarquer que Mumford entend justement associer son fonctionnalisme à ce qu'il appelle, au moins à cette époque, une forme d'essentialisme dispositionnel, très proche en vérité de l'essentialisme dispositionnel que défend Brian Ellis. Bon. Alors, il faut donc que je commence par vous dire quelques mots de l'essentialisme dispositionnel de Brian Ellis, ce qui nous mettra déjà sur la voie de ce qui nous conduira à l'examen d'autres formes de dispositionnalisme la semaine prochaine. Une position qui est d'ailleurs fort intéressante, mais qui, à mon avis, ne suffit pas, même si Mumford l'associe à son fonctionnalisme, à lever toutes les difficultés. Je m'aperçois simplement que si vous souhaitez avoir un petit peu de temps pour la discussion, vous préférez peut-être que je m'arrête ici aujourd'hui. C'est comme vous souhaitez, on peut s'arrêter ou poursuivre un petit peu l'examen. Dites-moi ce... On poursuit. Très bien. Alors donc, puisque vous êtes armés de courage, poursuivons. Je voudrais quand même un petit peu vous laisser le temps tout à l'heure. Donc, quels sont les arguments principaux que développe Brian Ellis depuis un certain nombre d'années et dans un certain nombre de textes, qu'il s'agisse d'articles qu'il avait écrits en 1994, je vous les ai indiqués dans la bibliographie, Dispositional Essentialism, qu'il avait écrit avec Caroline Lears, qu'il s'agit encore de Scientific Essentialism, bon, et qu'il s'agisse de tous les livres récents qu'il a pu rédiger depuis, n'est-ce pas? C'est un auteur qui a écrit énormément sur ces questions et qui est tout à fait clair, tout à fait profond, et qui procède justement en permanence
par confrontation de la position à laquelle il est parvenu, en intégrant au fur et à mesure les objections qu'on a pu lui faire pour affiner sa position, même s'il, je dois avouer, il reste extrêmement ferme sur la position qui continue donc à être aujourd'hui la sienne, moyennant quelques nuances qu'il a été amené à y apporter en fonction des objections qui lui ont été faites. Donc, si je résume les choses, en quoi consiste, si vous voulez, fondamentalement, la position de Brian Ellis? Bon. Donc, c'est ce qui... c'est la position qui, chez lui, est indissociable de ce qu'il appelle plutôt aujourd'hui, vous voyez, son essentialisme scientifique. Bon. Alors, pour comprendre la position qui est la sienne, et du même coup pour mieux comprendre aussi pourquoi Mumford va essayer de l'intégrer un petit peu à son approche fonctionnaliste, vous voyez, pour donner un petit peu plus, dirais-je, de chair à son approche fonctionnaliste des dispositions. L'essentialisme dispositionnel de Ellis est essentiellement la conjonction de trois thèses que voici. Premièrement, dit Ellis, l'essentialisme donc dispositionnel ou scientifique, selon les textes, il l'appelle indifféremment dispositionnel ou scientifique, est une attitude qui consiste à s'intéresser à ce qu'il appelle des espèces naturelles, par quoi il entend pas seulement, vous voyez, des objets et des substances, c'est ça qui est intéressant, mais aussi bien des événements et des processus. Donc dans le concept d'espèces naturelles, natural kinds, vous voyez, sont compris autre chose que de simples objets ou substances, n'est-ce pas ? Il y a aussi les événements et les processus. Donc ça, c'est un élément, incidemment, extrêmement intéressant que j'aimerais conserver moi aussi par la suite dans la manière dont nous allons essayer de défendre un réalisme des dispositions. Bien. Donc c'est un modèle plus large, vous voyez, qu'un modèle strictement substantialiste. Bon. Donc voici ce qu'il dit. Le monde est structuré en hiérarchie d'espèces naturelles, d'objets et de processus. Hein ? Le monde, donc, n'est pas, dit-il, un monde amorphe auquel nous pouvons imposer notre propre système de catégories. Il y a une grille préexistante de catégories objectives et le but des sciences de la nature est de le décrire. Donc, l'essentialisme scientifique va donc s'occuper d'espèces naturelles qui recouvrent, donc, vous voyez, tout un domaine d'événements, de processus, plus large que celui plus traditionnel auquel nous sommes habitués, des objets ou des substances. Bon. Ensuite, les lois les plus générales de la nature décrivent simplement les propriétés essentielles de toutes ces espèces globales dont il est question, et elles valent nécessairement, dit Ellis, pour tous les objets, événements et processus. Voici ce qu'il dit. La loi de la conservation de l'énergie, par exemple, énonce que tout événement ou processus de cette espèce globale est tel qu'il est intrinsèquement conservateur d'énergie. Partant, tout événement qui ne serait pas intrinsèquement conservateur d'énergie ne pourrait pas être d'une espèce telle qu'il se présenterait dans notre monde. Les lois que nous considérons comme des lois causales sont en règle générale plus spécifiques dans leur application directe. Les lois de l'électromagnétisme, par exemple, valent directement pour toute radiation électromagnétique et valent nécessairement pour toute radiation de ce type. Ainsi, toute radiation qui ne se propagerait pas conformément à ces lois ne pourrait tout simplement pas être électromagnétique. En deuxième lieu, pour l'essentialisme scientifique, je cite, les propriétés essentielles des espèces de choses les plus fondamentales ne sont pas simplement, vous le voyez, les qualités premières passives du mécanisme classique, puisqu'elles incluent aussi un certain nombre de capacités
de propensions et autres pouvoirs causaux, pouvoir d'agir, dit Ellis, et pouvoir d'interagir, à savoir des propriétés qui sont essentiellement dispositionnelles par nature, voyez, et qui impliquent donc des dispositions à agir et à réagir de différentes manières selon les circonstances. Traditionnellement, naturellement, on considérait que ces propriétés étaient ontologiquement dépendantes de propriétés catégoriques sous-jacentes, c'est-à-dire non dispositionnelles, et des lois de la nature. Or, que dit le nouvel essentialisme dans l'esprit de Ellis? Eh bien, c'est que certaines au moins de ces propriétés dispositionnelles sont fondamentales et ne dépendent donc pas d'autres propriétés. Bon, en d'autres termes, et vous noterez évidemment la tonalité aristotélicienne et leibnizienne, les choses fondamentales du monde sont essentiellement actives et dynamiques. Ce ne sont pas, dit Ellis, juste des objets passifs obéissant aveuglément au commandement de Dieu, comme le croyaient la plupart des philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle, un monde de choses uniquement doté des attributs d'étendue et d'impénétrabilité, comme l'étaient les mondes de Descartes et de Locke. C'est plutôt un monde dans lequel, dit-il, les choses ont leur propre dynamique interne, qui est essentielle à leur nature et déterminante quant à leur comportement. Fin de citation. À cet égard, je cite, toutes les choses sont essentiellement actives et réactives au niveau le plus fondamental, vous voyez, je souligne, ce qu'elles sont intrinsèquement disposées à faire est ce qui fait d'elles l'espèce de choses qu'elles sont. Vous voyez, je répète, au niveau le plus fondamental, ce qu'elles sont intrinsèquement disposées à faire est ce qui fait d'elles l'espèce de choses qu'elles sont. Autrement dit, des choses de telle ou telle espèce doivent toujours être disposées à se comporter de telle ou telle sorte, n'est-ce pas, du seul fait qu'elles sont des choses de telle ou telle espèce. Donc, leur identité comme membres de ces espèces, leur identité même, n'est-ce pas, dépend de ce qu'elles sont ainsi disposées à agir. Par conséquent, je cite Ellis, les caractéristiques définitionnelles réelles des espèces de choses les plus fondamentales que nous connaissons, à savoir des choses telles que des protons, des électrons, résideraient toutes apparemment dans leur loi d'interaction. Les choses de ces espèces n'auraient absolument pas apparemment de caractéristiques définitionnelles réelles en dehors de leur rôle causal. Un proton, par exemple, pourrait se définir au moyen d'une définition réelle comme toute particule se comportant comme le font les protons. Car aucun proton ne saurait manquer de se comporter de cette manière et aucune particule autre qu'un proton ne pourrait imiter ce comportement. Donc, son identité en tant que proton pourrait ainsi se définir par son rôle causal. De même, on pourrait dire qu'un électron est, par définition réelle, n'importe quelle particule pour laquelle les lois d'interaction sont précisément celles des électrons. Rien d'autre qu'un électron ne pourrait se comporter de telle manière, et tout ce qui se comporte de cette manière doit être un électron. Fin de citation. D'où, vous voyez, la troisième thèse qui s'ensuit de ces deux premières thèses. Les lois qui régissent le comportement des protons et leurs interactions ne peuvent pas être purement et simplement accidentelles. En un mot, il ne peut s'agir de lois qui auraient pu être autres qu'elles ne sont. Au contraire, il est essentiel à la nature du proton
n'est-ce pas, qu'il soit disposé à interagir avec des choses de différentes espèces, ainsi précisément qu'il le fait. Donc, les capacités, propensions ou pouvoirs causaux des protons ne font pas simplement partie, vous y êtes, des propriétés accidentelles des protons, qui dépendraient de ce que se trouve être de façon contingente les lois de la nature. Ils font partie de leurs propriétés essentielles, sans lesquelles il n'y aurait pas de protons, et que ceux-ci ne pourraient perdre sans cesser d'exister. En conséquence, je cite, la conception traditionnelle selon laquelle les lois de la physique des particules sont imposées à des choses intrinsèquement passives, qui ont des identités d'espèces indépendantes des lois de leur comportement, est fort peu plausible du point de vue de la science moderne. L'essentialisme, dit Ellis, est une position à adopter bien plus plausible. Vous voyez ? Bon. Et c'est donc sur la base de ces trois thèses qu'il est amené à soutenir, thèse que reprend Mumford, comme je vous l'ai dit, vous voyez, à la fin de l'examen, que le monde est donc structuré ainsi, vous voyez, en hiérarchie d'espèces naturelles d'objets, et ainsi de suite. Bon. Alors, en un sens, n'est-ce pas, si cette thèse s'arrêtait là, vous voyez, on pourrait dire finalement que c'est une thèse, en principe, que pourraient accepter des philosophes qui souscrivent par ailleurs au mécanisme. Des choses de différentes espèces naturelles, pourrait-il dire, eh bien, sont simplement des choses constituées de différents ingrédients de base ou des mêmes ingrédients, mais font qui seraient réarrangés de différentes manières. Bien qu'il n'y ait rien dans leur nature qui nécessite qu'elles se comportent de telle manière plutôt que de telle autre. Autrement dit, un mécaniste pourrait dire, vous voyez, au fond, comment elles sont disposées à se comporter dépend toujours de ce que se trouvent être les lois de la nature. Mais justement, vous voyez, c'est une telle thèse contingentiste ou humienne des lois de la nature que, vous l'aurez noté, rejette précisément Brian Ellis. D'abord, dit-il, la relation de dépendance entre les pouvoirs causaux et les lois de la nature est inverse. Vous voyez, c'est très important de comprendre ceci, c'est-à-dire ce sont les lois qui dépendent des propriétés et non pas les propriétés des lois. Bon. En second lieu, les lois de la nature sont donc métaphysiquement nécessaires et partant vraies dans tous les mondes possibles. En d'autres termes, je le cite, il doit être métaphysiquement impossible pour des choses constituées comme elles le sont, n'est-ce pas, de se comporter autrement qu'en accord avec les lois de la nature. Même Dieu, à supposer qu'il existe et qu'il soit tout-puissant, ne pourrait faire en sorte qu'elle se comporte autrement, il n'est pas très cartésien, vous voyez, qu'en accord avec les lois de la nature. Peut-être pourrait-il changer leur nature, en sorte qu'elles deviennent ou soient remplacées par d'autres sortes de choses. Mais il n'y a aucun monde possible dans lequel les choses, constituées comme elles le sont, pourraient se comporter de manière en quoi que ce soit différente. Pourquoi ? Eh bien parce que pour qu'elles se comportent différemment, il leur faudrait être ou devenir des choses d'espèces différentes ou être faites de choses de différentes espèces. Partant,
les lois de la nature sont à la fois, peut-on dire, descriptives, n'est-ce pas, et prescriptives. Ce que la science observe et codifie, ce sont les manifestations de ces dispositions. Partant, les lois qui décrivent comment agissent des propriétés dispositionnelles nous diront en même temps ce que doivent faire les choses qui ont ces propriétés, essentiellement en vertu des espèces de choses qu'elles sont. Autrement dit, vous voyez que les dispositions naturelles fonctionnent, pourrait-on dire, comme, en quelque sorte, des truth makers, des vérifacteurs des lois proprement dites. Voilà.